Tout d'abord, je voulais, vous remercier. Vous remercier à tous pour votre présence à ce webinaire sur la facture électronique 2024. Je me présente, je suis, Benoît Vecchiali en charge du marketing, chez Evalua. Avant d'aller dans le vif du sujet, plusieurs choses pratiques à vous dire. Sachez que vos micros sont coupés pour des raisons de bon fonctionnement, de ce webinaire. En revanche, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat qui se trouve sur votre droite, de votre écran. Et nous essaierons d'y répondre à la volée, durant ce webinaire ou on en reprendra certaines à la fin, de celle-ci. Encore une fois, bienvenue dans ce webinaire. Nous sommes heureux avec Axis Consultant Evalua de vous accueillir sur cette webinaire sur la facturation électronique. Donc pendant les 30 prochaines minutes, nous allons essayer d'aborder et d'apporter une réponse à cette question: comment tirer profit de la réforme de la facture électronique 2024 pour optimiser et transformer votre processus procure to pay? Pour ce webinaire, nous aurons avec nous donc Arnaud Scalab, directeur associé en charge de la practice achat au sein d'Axis Consultant, et aussi Frédéric Arenas, solution consultant et expert P2P chez Evalua. Vous voyez, on va avoir un agenda assez chargé, donc on va aller rapidement dans le vif du sujet. Arnaud, pouvez-vous nous partager, nous rappeler on va dire, les 4 grandes notions de cette réforme assez rapidement, mais aussi le calendrier et voir les principaux changements pour les métiers? Bien entendu, merci Benoît. Je vais revenir brièvement, effectivement, là, c'est un peu sur les notions, le calendrier et puis les changements, histoire de remettre un peu tout le monde à niveau potentiellement si vous avez eu, si vous n'avez pas encore déjà passé ces épisodes précédents. Euh, très brièvement, du coup, hein, les objectifs de cette réforme, il y a 4 objectifs majeurs. C'est renforcer la compétitivité des entreprises, donc au travers justement de la capacité à accélérer les moyens de paiement, la gestion administrative de la facture, on le verra dans les gains directs que peut amener cette réforme. Deuxième point, c'est aussi pour l'État de mieux connaître l'activité des entreprises, donc de pouvoir piloter les actions gouvernementales au travers justement de la vision complète des flux de facturation entre les entreprises, en tout cas du B2B et B2C, mais domestique. Enfin, un sujet plutôt lié à la fraude et à la TVA, en tout cas, la capacité à renforcer la prévention et la lutte du coup contre la fraude à la TVA par un ciblage plus pertinent des contrôles, et puis la simplification pour du coup de la déclaration de TVA pour les assujettis, pour justement permettre cette simplification. En termes de notions, il faut bien se rappeler 4 grandes nouvelles notions. L'e-invoicing, donc, qui consiste effectivement, c'est l'échange de factures électroniques en termes d'émission par voie électronique et selon la norme établie justement par la DGFiP. Donc on verra en termes de périmètre, c'est effectivement pour l'ensemble des transactions B2B domestiques et entre les acteurs assujettis à la TVA. Cet invoicing va être complété par le cycle de vie de la facture avec 4 statuts obligatoires minimum qui seront suivis par l'administration, des statuts qui seront soit mis à jour par le partenaire qui émet la facture ou soit par le partenaire qui reçoit la facture. Deuxième notion, le e-reporting, donc ça complétera l'invoicing justement en termes de vision des transactions. Donc ça sera toutes les données relatives justement au B2B international ou au B2C, du coup qui sera un deuxième flux à transmettre effectivement à l'administration. Côté plateforme, vous avez déjà maintenant, je pense, une bonne connaissance de l'ensemble des terminologies et des plateformes qui peuvent être utilisées. On en reparlera avec Frédéric. On parle d'intermédiaires, justement, obligatoires entre les fournisseurs et le client, que ça soit les OD, la PDP ou PPF. Vous avez les définitions sur la droite sur ces sujets-là. On pourra y revenir avec Frédéric. Et enfin, les formats de facture, des formats qui vont être justement, je dirais, obligatoires avec trois formats, FactureX, UBL et C2I, qui seront les formats standards d'échange entre les assujettis et l'administration. Côté calendrier rappel très brièvement, il a été repensé il y a déjà un petit moment, mais en tout cas,
Nous avons l'obligation du coup d'invoicing, d'émission de facture par le client en fonction de la taille de l'entité légale fiscale. Et donc, on a effectivement les grands groupes au 1er juillet 2024, les ETI au 1er janvier 2025 et les TPE-PME au 1er janvier 2026. Tout cela nous amène forcément à une obligation de réception de ces factures électroniques qui, quelles que soient les entreprises du coup, doivent être en capacité de réceptionner leurs factures fournisseurs à partir du 1er juillet 2024, puisque les grands groupes commenceront à émettre leurs factures côté client. Donc tout le monde est assujetti à ce sujet, à cette date-là. C'est l'enjeu un peu de ce qu'on va expliquer. On va se focaliser là plutôt sur le process des factures entrantes pour regarder un petit peu comment tirer un peu avantage de cette réforme, cette obligation pour le 1er juillet 2024. 3 minutes pour les principaux changements, cette réforme, justement. Donc, globalement, d'un point de vue relation, on passe d'une relation binaire fournisseur-client à une relation triangulaire, pour les assujettis à la TVA bien entendu, entre le fournisseur et le client, mais également l'administration. Plusieurs formats d'échange jusqu'à présent et qui étaient spécifiques à chacune des relations entre les fournisseurs et les clients, à des formats d'échange structurés autour du facturisme UBL et C2I, ce qu'on a pu dire. Et enfin, par rapport à l'administration fiscale, on n'avait pas d'informations que l'on communiquait à l'administration fiscale hormis les déclarations de TVA, mais qui étaient particulières. Mais par contre, là, on passe bien par une vision en termes d'e-invoicing, de la transmission d'informations, l'e-invoicing, B2B domestique et B2J, l'e-reporting, B2B international, B2C, et les paiements de l'ensemble des prestations de services, et puis le cycle de vie, surtout sur l'invoicing, qui sont transmises à l'administration. Voilà, j'ai fait un bref rappel. Je propose de passer la main à Frédéric. Du coup. Merci pour ces éléments, Arnaud. Frédéric, au vu des informations partagées par Arnaud, quel est le positionnement d'Evalua pour répondre à cette réforme? Merci Arnaud, merci Benoît. Alors effectivement, Evalua va se positionner en tant que PDP. Donc, premièrement, effectivement, on a engagé dans un premier temps les procédures de manière à constituer le dossier pour la certification. Et bien évidemment, conformément au calendrier attendu, on a déjà réalisé des tests et les premiers pilotes avec ces échanges. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la solution aura capacité de supporter toutes les combinaisons que l'on peut voir sur ce graphe. Donc, Arnaud a précisé précédemment qu'effectivement, il y avait différents acteurs, des opérateurs de dématérialisation, des PDP, plateformes de dématérialisation partenaires, et puis bien évidemment le PPF, le portail public de facturation. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la solution Evalua sera une solution, ça sera une PDP qui sera certifiée et bien évidemment qui aura capacité à discuter avec tous les acteurs, quelle que soit la configuration et quels que soient justement les degrés de maturité qui seront justement supportés par ces différents acteurs. C'est la raison pour laquelle on revient sur les notions d'OD, de PDP en termes d'interaction. Donc ça, c'est vraiment le positionnement d'Evalua en tant que PDP certifié. Deuxième chose, quand on évoque le service PDP d'Evalua, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est effectivement la brique que l'on voit aujourd'hui au milieu qui va pouvoir interagir sur la partie basse du graphe avec un certain nombre de systèmes d'information, que ce soit le système d'information Evalua pour la gestion des factures, que ce soit des ERP ou différents systèmes. On voit ici différentes méthodes de connexion, différents protocoles et différents formats. Et puis sur la partie supérieure de ce graphique, on voit effectivement les interactions avec les autres PDP et donc les PDP des autres intervenants ou des autres personnes qui sont dans le lien, et puis bien évidemment le PPF. Donc qu'est-ce que l'on veut dire par ça? C'est qu'effectivement le PDP aura capacité à déjà respecter bien évidemment le cahier des charges de l'État,
et aura capacité à supporter les flux qu'on vient d'évoquer de manière intégrée. D'accord ? Ensuite, on a ici une image qui est un petit peu plus, qui rentre un petit peu plus dans le détail avec les différents protocoles de communication. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que quels que soient les types de formats sources, on sait que le format de destination, ça sera les 3 formats qu'on a évoqués tout à l'heure, C2I, FactureX ou UBL. Donc la solution aura cette capacité et bien évidemment aura capacité d'interagir comme elle le fait aujourd'hui avec d'autres systèmes d'information, avec tout l'écosystème qui est attendu pour cette intégration. Donc, la solution a vraiment cette capacité à pouvoir justement faire cette passerelle, envoyer les bons niveaux d'information et le routing via bien évidemment l'annuaire où on sera référencé pour pouvoir faire ce routing. Donc, pour faire court, on aura capacité à vraiment supporter les différents types de flux et s'adapter selon la conformité locale. Je Très repasse la bien. main cette fois-ci à... Merci. Oui, Merci Arnaud. Merci Frédéric. Merci pour ces informations. Justement, Arnaud, au-delà de l'obligation de conformité, comment les entreprises peuvent tirer bénéfice justement de cette réforme? Eh bien, c'est justement un peu l'enjeu là qu'on voulait évoquer aujourd'hui. On est face à une réforme mais du coup réglementaire, une obligation de se mettre en conformité. Tout l'intérêt est de savoir effectivement quel impact. Alors ça, on va pouvoir rappeler ça rapidement, mais surtout qu'est-ce qu'on peut en tirer justement comme bénéfice ou comme opportunité pour aller plus loin que la réforme et puis essayer du coup de optimiser en tout cas un certain nombre d'optimiser l'organisation, les process ou le SI autour de la facturation entrante, en tout cas du processus de facturation entrante. Globalement, les impacts de la réforme sur le processus P2P. On est bien, du coup, sur une exigence réglementaire qui a des impacts directs sur ce processus d'invoicing. Dans le cadre, effectivement, d'un process classique que vous connaissez, commande réception, réception de facture, contrôle facture, comptabilisation, les impacts, en tout cas directs, sur les processus vont être de 4 ordres. La mise en place de l'e-invoicing au travers du fait de devoir définir sa maille de réception de facture, de redéfinir, transposer justement les contrôles appliqués que vous aviez sur cet aspect contrôle facture, réception, acquisition et contrôle facture. La prise en compte des formats structurés. Alors, prise en compte des formats structurés, mais plus ou moins, c'est-à-dire si vous choisissez de prendre une PDP, du coup, vous avez la possibilité de rester dans des formats propres au sein de votre système d'information, c'est-à-dire entre votre PDP et vos outils de gestion de facturation, vous êtes à même de pouvoir définir vous-même, en tout cas, vos processus. Mais si vous utilisez une PDP, il faut effectivement se caler sur les formats C2I, UBL, FATIC. Donc, projet autour justement de l'intégration, l'interaction au travers et la mise en place de ces formats structurés. La mise en place, bien sûr, du flux d'e-reporting, donc être en capacité de, du coup, générer l'ensemble de ces données, l'ensemble des données nécessaires à l'administration autour de ce sujet, et puis aussi de piloter le cycle de vie de la facture. Alors, on a vu que dans un premier temps, on n'avait que 4 statuts réels, effectivement, obligatoires, dont seulement 2 côté facture, enfin, en tout cas, client, fournisseur, pardon. Et donc, voilà, il y a encore peu, mais petit à petit, l'administration amènera plus d'obligations de ce côté-là. Donc, il va falloir effectivement faire évoluer aussi, potentiellement, les processus ou la capacité, en tout cas, à identifier à l'instant T ces statuts et à pouvoir les restituer au travers du système d'information et en tout cas à l'administration par la PDP ou directement sur la PPF. Et enfin, le monitoring des flux, tout ça génère beaucoup de flux, des flux unitaires potentiellement, et donc il faut effectivement pouvoir être en capacité de piloter l'ensemble de ces flux. Pour autant, rien que déjà effectivement ce sujet autour de la mise en place de la réforme, on a déjà des bénéfices directs liés, donc ça on va y revenir vite, qu'ils soient de type opérationnel, sur la productivité ou sur l'aspect réglementaire. Bien entendu, on a un premier bénéfice direct, c'est la réduction du délai de traitement et de coût de la facture.
ça va limiter les erreurs, on va avoir une information plus exacte, on va mettre en place vraiment une traçabilité, fiabilité et effectivement toute la sécurité autour de la donnée. Donc ça vous emmène effectivement à passer dans des modalités effectivement de sécurisation de ce flux et d'optimisation de ce flux qui fait automatiquement effectivement gagner en productivité. Ça va permettre de gagner sur le temps de traitement, de gagner effectivement aussi sur du coup la valeur ajoutée, en tout cas qu'on va pouvoir positionner sur les ressources. On va pouvoir dégager pour les ressources de la comptabilité fournisseur, en l'occurrence, du temps pour travailler sur des sujets plutôt de contrôle et de valeur ajoutée. On a le sujet aussi de l'amélioration de la gestion fiscale. On se met en conformité avec la réglementation et bien entendu, ça permet de maîtriser ces flux de trésorerie et de respecter les délais des règlements. Donc là, on a un gain réel autour de ça au niveau des processus, mais plutôt processus de fiscalité. Et puis enfin, il y a quand même un impact important, c'est fluidifier les relations avec les fournisseurs, que ça soit effectivement de la partie donc là plutôt autour de la comptabilité fournisseur, mais les achats souvent traitent cette problématique. Et on a effectivement la mise en place là d'un système qui permet d'échanger, en tout cas d'avoir une vision du coup en temps réel du niveau, enfin, de l'avancement effectivement du traitement de la facture, du paiement de la facture. Et donc on va fluidifier les échanges avec ses fournisseurs et donc améliorer globalement cette relation avec les fournisseurs. Et on va en voir comment justement, dans le deuxième point, pouvoir surfer, je dirais, prendre ça comme une opportunité pour continuer à travailler cette relation fournisseur. Donc ça, c'était pour les objectifs, justement, en tout cas les bénéfices directs que l'on tire effectivement de la mise en place et de la mise en conformité. Mais pour autant, il faut justement se poser la question de comment on peut tirer profit de cette obligation réglementaire. Le cycle de vie de la facture fournisseur, elle impacte les métiers, les processus au niveau des achats, au niveau de la finance, et puis elle contribue forcément à l'amélioration de cette relation fournisseur. Donc on a 3 acteurs là autour, et il faut voir comment on peut profiter effectivement de cette opportunité de projet, de mise en place de la réforme, pour travailler sur justement une optimisation de cette relation et des processus autour de cette relation au niveau justement de process achat. Premier point, je dirais, l'invoicing ne concerne pas les transactions B2B internationales et hors champ de TVA. C'est ce qu'on a dit. On est du coup effectivement là sur une opportunité du coup de voir comment on pourrait simplifier en tout cas l'ensemble du process d'acquisition et de traitement de factures. Tout au long de la période transitoire de la réforme, on l'a vu, les assujettis, en tout cas l'émission de factures au format du coup, électronique et passant par l'e-invoicing va durer 1 an et demi. Et les entreprises, petit à petit, ce volume de factures va augmenter petit à petit jusqu'au 1er janvier 2026. L'enjeu, il est bien là, il est de se dire comment je peux justement mettre en place une acquisition centralisée et un monitoring du coup facilité de l'ensemble de mes factures entrantes. Donc, c'est l'opportunité dans ce travail justement d'un choix de PDP potentiellement ou même d'un choix d'OD de voir plus loin et de se projeter justement sur cette capacité à dématérialiser l'ensemble du flux de facturation fournisseur en entrée pour simplifier effectivement le nombre de canaux d'entrée que je peux avoir. Puisque la facturation électronique, pour l'instant, si vous la prenez tant que telle, reste un nouveau canal d'entrée que vous avez parmi tout votre écosystème. Donc, dans l'analyse que vous faites au moment du cadrage, il faut peut-être essayer de regarder comment on peut dresser justement à un moment donné une trajectoire vers ce passage à la dématérialisation totale des factures, permettant justement de simplifier et d'harmoniser la totalité de ce process. Deuxième point, dans le cadre justement des cadrages que vous pouvez faire, en ce moment où vous avez pu faire, l'analyse des processus et de cas de gestion peuvent mettre en lumière justement des dysfonctionnements dans le processus justement je dirais P2P plus général, plus global. Et puis elles peuvent sinon, certains cas de gestion, impliquer de mettre en place de nouveaux processus de facturation, puisque
du coup, certains cas d'usage, ou en tout cas des cas de gestion, peuvent nous amener à devoir traiter de façon plus réglementaire, on va dire, certains cas de gestion. Donc l'enjeu là, il est au travers de ce cadrage et de cette justement, je dirais, identification de ces dysfonctionnements que vous avez dans votre processus P2P ou de ces cas de gestion mal traités, en tout cas, de prendre l'opportunité d'essayer de standardiser et fluidifier votre processus achat dans sa globalité. Donc, au travers de cette analyse, de repenser à un moment donné une trajectoire, à un moment donné, sur la capacité à remettre en place un processus plus fluide et plus standard autour de la maîtrise des engagements de dépenses et de remonter un peu plus haut, en tout cas dans la chaîne de valeur, que la facturation. Donc voilà, cela passe forcément par des enjeux autour du processus de contractualisation, de gestion de la demande, de la commande au sein de l'entreprise, et puis la responsabilité qu'on va avoir. Donc, deuxième sujet, comment essayer effectivement de retravailler à un moment donné autour de ce processus achat plus global. Troisième point, on l'a évoqué tout à l'heure, la réforme, elle lance en tout cas une nouvelle dynamique de la relation client-fournisseur. Certains d'entre vous ont déjà la notion de portail fournisseur, communiquent déjà de façon digitalisée avec leurs fournisseurs, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et en tout cas là, on est bien sur une réforme qui impose la digitalisation du process invoicing entre le client et le fournisseur et va permettre vraiment de simplifier cette relation. Et là, il y a bien une opportunité à un moment donné d'aller plus loin et d'essayer de prendre cette opportunité pour continuer dans cet aspect de développement d'une nouvelle relation avec les fournisseurs, en s'appuyant sur cette digitalisation, pour justement accélérer l'ensemble des échanges du processus S2P. Ça passe par revoir peut-être des référentiels. Ça va nous pousser, avec les fournisseurs, je pense, à remettre en cause, à travailler sur des référentiels communs en termes de modalités, par exemple, de facturation, à mettre en place des portails d'échange, justement, parce que la PDP ou la PPF en est un, mais du coup, comment on peut, je dirais, l'étendre au process plus global P2P pour essayer, effectivement, toujours d'aller vers cette digitalisation de la relation fournisseur. Et puis, c'est aussi l'occasion, par rapport à ça, de pouvoir mettre en place des KPI de process avec eux sur, justement, un peu les Maverick Buying, par exemple, et de vérifier tous les process et clarifier les process avec eux. Enfin, dernier point, l'invoicing va apporter une richesse en termes de données, une richesse de données très fine sur la facture, puisque ça va même aller jusqu'à la ligne de facture à terme, et une donnée qui est très structurée et en temps réel. Il va falloir justement se poser la question. Enfin, cette richesse de données est une vraie opportunité, une vraie capacité d'analyse de la donnée. Donc, il faut se lancer à un moment donné dans des projets d'exploitation de cette nouvelle donnée, au niveau achat comme au niveau finance, par l'analyse de la donnée, la mise en place justement d'entrepôts de données autour de cette donnée-là, et mettre en place un certain nombre d'indicateurs plus précis sur, par exemple, l'amélioration des processus, on en a parlé, les Maverick Buying, ou entre autres, par exemple, l'analyse aussi des achats. C'est un sujet où vous allez retrouver des données dans la capacité de faire de l'analyse des achats, justement, sur d'où viennent les marchandises, quel type d'articles. On a une vraie donnée structurée qui nous permet, du coup, de s'appuyer dessus pour apporter un éclairage nouveau au niveau des achats sur du coup tout notre cycle d'achat et en tout cas notre panel fournisseur et des achats qu'on peut faire. Ou par exemple côté finance, la gestion de la trésorerie, on l'a évoqué dans le premier temps, sur la capacité à gérer du coup les flux de cash, le flux de trésorerie, voire retravailler les délais de paiement, en tout cas au travers de l'accélération avec les fournisseurs. Donc voilà, 4 grandes thématiques qu'il faut garder en tête à un moment donné. Donc ça, c'est un peu ce qu'on en ressort, nous, des différents cadrages qu'on peut avoir fait là chez nos clients.
en essayant du coup de pousser pour qu'on intègre bien ces problématiques dans une trajectoire. L'enjeu, il est bien de savoir comment on peut construire une trajectoire autour de la mise en place de cette réforme, puis ensuite peut-être d'essayer d'aller vers l'optimisation de mon organisation, de mes process ou de mon système d'information sur ce processus du coup P2P. Premier sujet, c'est il faut savoir quand même rester pragmatique par rapport aux jalons imposés par l'administration fiscale. On les répète, là, on a toute notre phase de avant juillet 2024, on est plutôt en phase préparatoire. L'enjeu, il est bien préparation de la mise en conformité, choix d'architecture, d'échange, PDP, OD. À partir de juillet 2024, on a cette phase de lancement où on doit être en capacité, du coup, de recevoir, à un moment donné, la facturation invoicing et donc de commencer à les traiter. Puis, on a cette phase d'accélération entre juillet 2024 et janvier 2026, où l'ensemble des fournisseurs vont basculer en termes d'émission de factures en mode invoicing, donc le volume de factures que vous allez traiter au travers de ce flux va augmenter et petit à petit, du coup, diminuer les autres canaux de réception des factures en fonction effectivement de votre périmètre B2B domestique ou international. Et puis après, et donc tout ça jusqu'à 2026. Quand on repense à ces 4 sujets, c'est un peu comment on peut essayer de dresser cette trajectoire. Et cette trajectoire, clairement, au regard des jalons, l'objectif, il est bien d'être en capacité, à un moment donné, de tirer profit de la mise en conformité nécessaire, de tirer profit pour lancer des projets un peu annexes, en tout cas lancer des sujets annexes, et dans la capacité de standardiser, améliorer ou digitaliser ce processus P2P, et puis de justement améliorer cette relation avec nos fournisseurs. Certainement, d'ici juillet 2024, il faut se concentrer sur cette mise en conformité. Il y a des jalons qui arrivent vite, les projets vont se lancer, les acteurs éditeurs comme Evalua Lab vont être fortement sollicités. Donc déjà, limiter cela. Donc, dans les phases de cadrage, on regarde un peu quels sont les scénarios possibles. Mais pour autant, derrière, justement, et peut-être pendant la phase d'accélération qu'on a évoquée, c'est se projeter vers une extension justement de la dématérialisation des factures, B2C international ou hors périmètre TVA, en fonction de l'évolution des contraintes réglementaires locales. Donc, déjà, un certain nombre de pays ont prévu de passer à la facturation électronique, donc ça vous permettra déjà d'enquiller. Ce ne sera pas forcément les mêmes formats, ou en tout cas les mêmes règles que nous avons sur la France. Mais en tout cas, il faut essayer de passer, de travailler sur cette capacité à limiter le nombre de points d'entrée d'acquisition de factures, donc d'essayer d'avoir un point centralisé et pour, je dirais, simplifier le monitoring. Deuxième sujet, c'était autour justement des processus et de l'achat et de la relation avec le fournisseur. Donc, c'est au travers normalement du cadrage que vous avez pu faire, il y a peut-être un certain nombre déjà, on disait, de cas de gestion ou de dysfonctionnement qu'il va falloir de toute façon corriger d'ici le 1er juillet 2024, mais c'est l'occasion de retravailler sur ce processus et d'essayer de standardiser un peu plus, en fin de compte, les différents cas du processus achat P2P. Et puis, d'aller plus loin après dans la mise en place et donc dans la réflexion aussi du choix de la solution que vous pouvez faire. C'est ça qui est important, c'est de se dire qu'à un moment donné, il faudra peut-être plus tard aller sur une digitalisation plus importante de la relation fournisseur et de voir effectivement comment on pourra pousser vers cela. Et le dernier point, c'est bien la partie exploitation des nouvelles données que nous amène cette réforme. Donc, à partir de juillet 2024, vous recevrez effectivement ces données structurées et donc de lancer certainement aussi pendant la phase transitoire d'accélération des projets d'analyse et de captation de cette donnée, d'analyse de cette donnée et d'en traduire toute la valeur ajoutée qu'on peut faire aussi bien côté achat que côté finance. Voilà globalement ce qu'on pouvait dire.
Super, merci Frédéric, merci pardon Arnaud. Frédéric, peux-tu, justement rebondir, suite à la présentation, d'Arnaud, comment Evalua apporte cette valeur tout en Bien répondant sûr. à cette réforme, s'il te plaît? Oui, absolument. Donc, dans, la proposition de valeur Evalua, on ouvre un petit peu le débat. Alors on va déjà reposer, les différents éléments qui ont été évoqués par Arnaud. Hem, on a effectivement ces différentes phases, les différents acteurs, les différents degrés de maturité et la solution doit offrir à ces différents, acteurs avec leur degré de maturité, eh bien des options qui permettent justement de pouvoir, un, gérer les 3 vagues qu'on a évoquées précédemment, avec la taille des entreprises et puis simultanément dans la solution, pouvoir gérer ces 3 flux avec différents donc méthodes de fonctionnement. Donc on voit ici une synthèse de degrés de maturité et puis des impacts qu'il peut y avoir aussi par rapport à ces degrés de maturité côté, comptabilité fournisseur. Donc on voit ici le degré de maturité numéro 1 où on va dire on est au début de l'exercice et eh bien là, tout est fait en papier et souvent, la charge, revient à la comptabilité fournisseur. Et puis après, on voit dans l'étape numéro 2 où on commence à évoluer, on envoie des PDF via email, enfin on fait des choses un peu plus, hybrides. C'est la raison pour laquelle on l'appelle hybride. Et puis après, quand on a vraiment basculé sur l'étape numéro 3 qui est ce dont on parle depuis le début de ce webinaire, donc pour, Invoicing 2024 sur le contrôle continu des transactions, puisque c'est de ça dont il s'agit. Eh bien, comment est-ce qu'effectivement la solution a capacité à faire cohabiter ces différents modes opératoires avec ces différents degrés de maturité. Donc, une des premières choses, c'est la solution offre cette capacité de pouvoir gérer ces différents flux, différents par rapport à ces différents degrés de maturité et par rapport à la gestion de ces 3 vagues d'intégration. Deuxième chose, on a évoqué depuis le début tout à l'heure des notions donc de contrôle continu de transaction, CTC, qui est en fait la règle, pour 2024 pour la France. Mais on peut peut-être aussi ouvrir le débat parce qu'on peut se dire que, eh bien, là, aujourd'hui, c'est la France, mais demain, ça va être d'autres pays. Donc la solution doit aussi avoir capacité à vous supporter dans l'exercice et à ouvrir potentiellement, l'opportunité sur, du commerce international et comment la solution a capacité à justement faire cohabiter, les différentes règles locales, que ce soit du post-audit quand on l'a évoqué comme on est aujourd'hui, la France étant dans un mode opératoire qui est plutôt du post-audit et demain on sera en CTC et donc bien évidemment il y a d'autres, pays qui sont déjà en CTC, hein. On a en tête, on a, le Brésil, on a aussi l'Italie avec le SDI. Donc comment en fait la solution vous permet justement de d'étendre et de s'appuyer sur un socle technologique qui permet de supporter ces différents éléments. Donc cette carte vous montre un petit peu notre degré d'avancement sur justement la partie compliance, c'est ce qu'on appelle un package de déploiement par pays, où on a effectivement des compliance templates par pays avec ces règles de gestion par facture. Et enfin, où je veux appuyer sur l'exercice, Arnaud l'a très bien évoqué précédemment, c'est de dire effectivement le PDP, c'est une brique. Mais si on ouvre le débat et on se dit, si on veut saisir l'opportunité, de cette, régulation en 2024, heu, il faut qu'on ouvre le débat et le débat, c'est de se dire, eh bien, effectivement, la facture, c'est le résultat d'une transaction, mais on parle bien ici d'un flux P2P. On parle bien ici d'un flux complet. Donc, et demain, quand, on va s'étendre à l'international, on voit ici une représentation des différents types de modèles fiscaux en CTC. Donc, ce que je veux simplement dire ici, c'est que la solution est suffisamment configurable pour pouvoir être paramétrée, pour rencontrer et pour supporter les différents modes opératoires de CTC avec les règles locales. Donc, ce qu'on voit ici, c'est différents flux, différentes interactions avec différents partenaires. Eh bien, la solution Evalua supporte ces différents types d'interactions et va vous accompagner justement dans ce développement. D'accord? Donc, la valeur ajoutée vraiment de la solution, c'est
bien évidemment, supporter dans un premier temps la partie PDP, mais c'est aussi de vous accompagner demain dans déjà la partie France, bien évidemment, pour mettre sous contrôle ce mode opératoire nouveau, et puis vous accompagner aussi à l'international, puisque demain, si vous avez des velléités effectivement d'étendre l'activité sur différents pays, eh bien la solution aura capacité de gérer des pays qui seront toujours en post-audit, des pays qui seront en CTC, et ça de manière très intégrée et très intelligente. Voilà, donc ça, c'est vraiment la manière dont on voit la chose chez Evalua. Ce que l'on souhaite aussi, et là, je vais rebondir sur les propos que je viens de tenir, c'est vraiment de dire, aujourd'hui, si on veut se projeter et utiliser cette régulation française 2024 et de se dire: «Qu'est-ce qu'elle a de bon? Qu'est-ce qu'on peut en tirer et qu'est-ce que l'on peut mettre en place de manière à justement optimiser, non seulement la partie facturation, mais la totalité du flux?» Et c'est la raison pour laquelle effectivement, Arnaud l'a évoqué tout à l'heure, c'est, s'attacher à l'efficacité des processus achats, c'est-à-dire effectivement, comment est-ce que, eh bien, on peut intégrer des factures avec PO et des factures non PO, mais ici, on essaye effectivement dans l'efficacité des processus, eh bien, mettre tout ça sous contrôle. 2, sécuriser la relation fournisseur, c'est-à-dire qu'effectivement, plus on va pouvoir discuter avec le fournisseur, remonter les statuts de facture ici, mais aussi des transactions en amont. Et puis, bien évidemment, suivre l'évolution des besoins de l'entreprise. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec le PDP et avec cette régulation, c'est français, mais demain, eh bien, il vous faut pouvoir avoir une solution qui va vous accompagner dans votre degré de maturité, mais aussi dans l'internationalisation des processus. Ici, on voit des éléments qui contribuent à l'optimisation, la collaboration numérique. Donc, je vais passer rapidement là-dessus, mais c'est très important puisque dans un processus complet, on voit très bien que le PDP et la facture électronique est vraiment en bout de chaîne. Et si on veut s'assurer que cette facture soit traitée le plus rapidement possible et avec une manière efficiente, il faut effectivement mettre sous contrôle tous les processus qui sont avant. Et ici, c'est une synthèse de différents éléments qui peuvent vous apporter justement ce confort en mettant sous contrôle ces différents éléments. La partie administration et catalogue partagé, commande collaborative, bien évidemment la gestion de la facture avec tous les éléments qui nous inquiètent aujourd'hui, mais pour lesquels on apporte des solutions, c'est-à-dire effectivement cette gestion de facture avec du post-audit et du CTC. Donc là, on apporte vraiment une grosse valeur ajoutée puisqu'on intègre dans notre solution toutes ces notions de compliance. Et puis, bien évidemment, les dépenses liées aux projets complexes. Et c'est le fait de pouvoir partager et optimiser les projets d'achat. Voilà, donc on a effectivement vu avec ces éléments-là les différents positionnements, la valeur ajoutée qu'Evalua pouvait et Axis avec son expérience retour métier et Evalua côté solution et la flexibilité de la solution de manière à pouvoir vous accompagner dans les prochaines étapes de cette règle de 2024 avec la facturation électronique. Avant de prendre quelques questions, je voulais juste vous remercier l'ensemble des présents pour ce webinaire. Sachez que nous allons partager cet enregistrement. Vous pourrez le retrouver d'ici quelques jours. Sachez que les équipes d'Axis, si vous avez des questions sur tout ce qui est projet, n'hésitez pas à aller revoir notre partenaire Axis et nous, plutôt côté solution, n'hésitez pas à revenir vers nous. Arnaud, Frédéric, j'ai quelques questions. Est-ce qu'on va pouvoir y répondre? Alors j'ai une question qui est plutôt, je pense pour toi, Arnaud. Comment faire avec des fournisseurs qui ne sont pas assujettis à la TVA et qui ne sont pas concernés? En revanche, s'ils délivrent des prestations taxables et exonérées, sa facturation est soumise à l'e-facturation? Est-ce que c'est bien ça? Alors, la DGFiP, du coup, identifie un certain nombre de cas sur lesquels, effectivement, les fournisseurs sont exemptés de passer par l'e-invoicing
pour émettre ces factures. Donc il restera toujours, du coup, ces cas-là, effectivement, comme flux, c'est ce qu'on évoquait, hein, ces flux de facturation resteront sur des canaux d'entrée potentiellement différents. Ça peut être papier si vous l'êtes encore, ça peut être du PO Flip, quelle qu'elle soit, mais vous ne serez pas. Et donc l'enjeu, il est bien effectivement de passer, l'objectif là, et la démonstration voulait effectivement d'essayer de passer même ces flux-là dans la dématérialisation de factures, qui n'est pas la facturation électronique, hein, qui n'est pas de l'invoicing, mais au moins d'essayer de concentrer tout vers un seul canal. Mais oui, ces cas-là rentrent dans ce point-là. Je pense que j'ai une autre question pour toi. Hem, heu, S'il vous plaît, à quel niveau du processus sommes-nous accompagnés par la PDP et quel travail devons-nous faire en interne, en amont? Au travers si on regarde spécifiquement la réforme ne traite que de la problématique, effectivement, entre l'administration et l'entreprise. Donc, les PDP proposent potentiellement, comme Evalua l'a montré, une large gamme de services. Mais le service minimum, il est bien la transmission de l'information, la collecte en interne de l'entreprise et la transmission de cette information au format attendu par la réglementation Facture X, capacité à du coup fabriquer les fichiers d'invoicing, d'e-reporting, ou en tout cas à les capter. Pour autant, ces plateformes peuvent justement s'ouvrir, et c'était l'enjeu de la présentation d'Evalua, à un niveau à minima de contrôle facture, de portail aussi fournisseur pour capter l'ensemble des factures entrantes, qu'elles soient de type Facture X ou autre. Et puis, plus généralement, après, donc on va dire que c'est le minimum, à un moment donné, là, le périmètre minimaliste de cet accompagnement. Et puis après, l'enjeu, il était bien de se dire, est-ce qu'il faut essayer d'aller plus loin? Ça ne veut pas dire qu'en termes de système d'information, tout doit être intégré, il peut y avoir des césures, mais en tout cas, l'enjeu, il est bien de digitaliser également son processus global P2P. Le gain de productivité, on l'a vu, hein, il existe au travers du traitement de la facture par l'e-invoicing, mais il faut le démultiplier encore plus par la standardisation, la digitalisation de l'ensemble du processus P2P en fonction, effectivement, des contextes de chacun et de l'architecture SI que l'on peut choisir. OK, très bien. Une question, je pense, un des 2, un de vous 2 pour répondre. En tant que fournisseur pour des grands comptes clients, dois-je prévoir une période de recette pour vérifier le bon fonctionnement des interfaces entrantes avant juillet 2024? Alors, il me semble qu'il y a effectivement dans le processus des phases pilotes, hein, et entre la phase pilote et le go live, effectivement, il y a des tests de bout en bout qui sont réalisés. Donc là, après, il faudra effectivement se rapprocher de l'écosystème que vous avez en place aujourd'hui, pour se rendre compte effectivement, pour faire ces tests de bout en bout, dépendant de l'éditeur que vous avez déjà en place aujourd'hui, et puis l'interaction avec la PLP, et puis avec bien évidemment le PPF. Donc effectivement, il est prévu à minima des tests de bout en bout, internes et externes, dans la phase de pilote qui est prévue dans le calendrier. Donc après, effectivement, il faut se rapprocher effectivement de l'éditeur avec lequel vous fonctionnez aujourd'hui pour revoir comment ça s'inscrit et comment réaliser ces UAT pour avant effectivement le go live de la phase 1. OK, très bien. J'ai peut-être une dernière question, parce qu'il va être 10 heures. Concernant le cycle de vie de la facture, donc quand on parle de cycle du il parle de relatif au statut suivant: facture reçue, en cours de traitement, traitée, réglée. Vers qui s'adresse-t-on? Administration ou destinataire de la facture? Est-ce une information envoyée de manière synchrone? Alors là, effectivement, on a des remontées d'informations. Alors, si vous regardez le livre blanc de 98 pages dans lequel est décrit tous ces éléments, on a une cinématique qui permet effectivement de répondre à ces questions. Dire à partir du moment où la facture est arrivée dans le système d'information, eh bien, on remonte cette information-là au PPF et on remonte effectivement au destinataire pas au destinataire, mais à l'émetteur de la facture, cette visibilité justement du statut. Donc, effectivement, on a une cinématique qui permet de remonter. Donc, à minima, c'est 4 statuts, mais il y en a bien plus que ça, parce qu'il me semble qu'il y a 15 statuts sur ces factures. Donc,
Là encore, il faut voir effectivement comment ça remonte. Mais bien évidemment, c'est pour offrir dans un premier temps effectivement cette visibilité en temps réel de se remonter de statut, que ce soit à l'émetteur et au récepteur et au PPF. Donc je dirais que c'est plutôt de manière synchrone. Mais il faut regarder dans les flux comment ça se réalise. Mais on va vraiment dans une remontée de statut le plus rapide possible et qu'il y ait moins de latence dans cette communication d'information. OK, très bien. Alors j'ai peut-être une question, qui va être, j'en ai encore un petit peu, la réforme concernant les flux de factures P2P, ou 2C, Evalua se positionne, on l'a bien dit, Evalua se positionne-t-il bien comme PDP sur l'ensemble du périmètre? Alors, facture entrante et facture sortante, donc on est en P2P, donc porte occupé ou order to cash, hein, c'est bien les deux périmètres. Donc pardon? Non, non. Donc effectivement, on se positionne sur les 2 flux. Il faut regarder, spécifiquement dans l'order to cash puisque, alors bien évidemment, on va tracer les factures sortantes, qui sont, les factures order to cash, mais en principe, tel que ça a été, pensé aujourd'hui, on va se connecter sur un système SRM qui va générer la facture et qui va passer l'information à Evalua. Donc on va, d'un point de vue reporting, bien évidemment, intercepter et suivre tous ces flux order to cash et les flux entrants et les flux sortants. Absolument. OK, très bien. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, posées, malheureusement. Il est 10h03 et vous avez encore le temps pour répondre à une? Allons-y. Allons-y. OK. Maintenant, ce qu'on peut Heu, faire, c'est peut-être prendre la liste des questions et puis répondre, ouais, après, parce que je pense qu'il va y avoir d'autres questions qui vont rentrer. Donc, peut-être pour l'intérêt de la communauté, peut-être prendre ces questions et puis donner les éléments de réponse et on communiquera peut-être à la communauté les éléments de réponse si on veut OK, rester dans le chrono qui va bien. OK, d'accord. OK, très bien. Bah, du coup, on va terminer sur ce mot, heu, Frédéric. Je voulais vous remercier, Arnaud, Frédéric, pour Et moi, votre présence et votre et présentation, et merci surtout, à l'ensemble des gens présents ce jour. On sait que c'est, une réforme qui est impactante. n'oublions Heu pas Monica qui a œuvré derrière pour la réponse des exactement, questions. exactement. Merci Monica, et n'hésitez pas si vous avez des questions. On sait, on n'a pas répondu à toutes vos questions. Nous en sommes, désolés, mais on viendra vers vous avec des réponses. Merci beaucoup, à bientôt, et n'hésitez pas à partager, ce webinaire, ce lien que vous allez recevoir à l'ensemble de votre communauté aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à vous, très bonne journée. À bientôt.